En 78 ans d'existence, jamais je n'aurais cru que mes propres enfants en viendraient un jour à vouloir ma mort pour de l'argent. Pourtant, un simple message reçu ce jour-là sur la plage m'a sauvé. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire de quelle ville vous me regardez. Je m'appelle Joaquín Moral Serrano, j'ai 78 ans, et ce que je vais partager aujourd'hui a bouleversé ma vie à tout jamais. Tout s'est passé le samedi 15 juillet 2023, une journée d'été splendide sur le sable de Valence. Depuis la disparition de ma bien-aimée Rosa en septembre 2021, j'étais veuf depuis 2 ans. Ce vide m'avait laissé brisé, et mes liens avec mes enfants, Sergio, Cristina et Raquel, s'étaient considérablement distendus. Sergio, à 55 ans, absorbé par ses affaires, trouvait rarement du temps pour moi. Cristina, 52 ans, ne jurait que par son train de vie luxueux. Quant à Raquel, la plus jeune, 48 ans, elle me rendait visite de loin en loin, presque par devoir. Ce jour-là, pourtant, ils m'avaient proposé de passer la journée ensemble. J'étais touché, presque surpris de leur sollicitude. Nous étions installés sous un grand parasol bleu, non loin du bar El Mediterráneo. La mer s'étendait tranquille, des mouettes survolaient les baigneurs, et je savourais ce moment de normalité, assis parmi mes enfants qui parlaient avec entrain de leur carrière et de leur vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais inclus. Puis, à 14h47 précise, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je ne réponds habituellement pas, mais j'ai jeté un œil au message. Partez sans rien dire. Ne faites confiance à personne, surtout pas à vos enfants. Un frisson me traversa. Pourquoi mentionner mes enfants? Je levai les yeux vers eux. Sergio riait, Cristina bavardait, Raquel hochait la tête. Tout paraissait normal, mais à moi, leur attitude semblait soudain jouer un rôle. Un second texto s'afficha presque aussitôt. C'est urgent. Votre vie est en jeu. Venez au parking. Voiture rouge. Faites-moi confiance. Mon cœur s'emballa. Toute ma vie, j'avais été méfiant, réfléchi. Mais l'instinct, cet allié que l'âge affine, me disait que je ne pouvais pas ignorer cet avertissement. Alors, j'ai simulé un malaise. Trop de soleil. Ai-je soufflé en me levant lentement. Sergio voulute me accompagner. J'ai refusé avec un sourire forcé. Non, je vais marcher un peu. Cristina me lanca un regard inquiet. Reviens vite, papa. J'ai quitté le parasol et marché d'un pas lent vers le parking, l'esprit bourdonnant. Et là, je l'ai vue. Une jeune femme, environ 30 ans, brune, les cheveux attachés en queue de cheval, se tenait à côté d'une Citroën rouge. Dans ses yeux, je lus une étrange combinaison de peur et de détermination. Nerea, ai-je murmuré, abasourdi. Nerea Jiménez Castro, employée chez Sergio depuis 8 ans. Je la connaissais bien. Une femme droite, travailleuse, mère célibataire d'une petite Valeria. Toujours respectueuse, toujours digne. Don Joaquín, dit-elle d'une voix tremblante, je vous remercie d'être venu. Je sais que tout cela paraît étrange, mais vous devez m'écouter. Votre vie est en grand danger. Le bruit de la mer, les rires des vacanciers, tout s'effaça autour de moi. J'étais suspendu à ces paroles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demandai-je d'une voix hésitante. Elle jeta un coup d'œil nerveux en direction de la plage où mes enfants continuaient à discuter. Pas ici. Montez vite dans la voiture, je dois vous montrer quelque chose. Mon instinct me criait qu'elle disait la vérité. Après 8 ans à l'observer travailler dans la maison de mon fils, je savais que Nerea n'était ni menteuse ni manipulatrice. Alors, sans plus réfléchir, j'ai décidé de lui faire confiance. Si elle risquait autant pour me prévenir de quelque chose, c'était forcément grave. Je m'installai sur le siège passager et elle démarra immédiatement. Don Joaquín prit la route vers un endroit plus calme. Ce que je vais te dire va être très difficile à croire, mais tes enfants, projettent de te faire du mal. Les mots de Nerea résonnèrent dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Mes enfants, projetant de me faire du mal. C'était incroyable, mais le sérieux de son visage me força à l'écouter. Elle gara la voiture dans une zone industrielle isolée, à l'abri des regards indiscrets. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable. Don Joaquín travaillait chez Sergio depuis 2015. Hier, en nettoyant son bureau, j'ai trouvé des papiers qui m'ont éveillé des soupçons. Mais ce que j'ai découvert ensuite, sa voix s'est brisée. J'ai pris des photos pour preuve, il a balayé l'écran et m'a montré la première image. C'était un document bancaire avec ma signature, mais je ne me souvenais pas l'avoir signé. Reconnaissez-vous cette signature, monsieur? Joaquín. J'ai examiné attentivement l'écran. C'était sans doute mon écriture, ma signature caractéristique, mais quelque chose m'a profondément troublé. La date était le 8 juillet 2023,
il y a tout juste une semaine. Oui, c'est bien ma signature, mais j'ai essayé de me souvenir. Attendez, c'était le jour du barbecue chez Sergio. Ils m'ont demandé de signer plusieurs papiers. Ils ont dit que c'était des procédures de routine pour l'assurance maladie familiale. Nerea a hoché la tête gravement. Je le pensais. Mais regardez quel document il a réellement signé. Elle a agrandi l'image. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur. Ce n'était pas une assurance maladie. C'était une autorisation de virement bancaire de 950 000 €. Toute ma fortune. Les économies d'une vie de travail honnête. Ce n'est pas possible, murmurai-je, le sang glacé. Il y a autre chose, poursuivit Nerea en me montrant une autre photo. Cette fois, il s'agissait d'une procuration accordant à Sergio un pouvoir absolu sur mes biens. Et cette troisième image me coupa le souffle. C'était clairement un faux testament, où je léguais l'intégralité de mes biens à mes 3 enfants, supprimant ainsi les dons caritatifs que j'avais prévu de faire à la paroisse. Mais comment est-ce possible? J'étais conscient lorsque je signais. Je me souviens parfaitement de ce jour. Nerea me regarda avec une compassion mêlée d'urgence. Don Joaquin, je me souviens d'une sensation étrange après avoir mangé. Vertiges, confusion, somnolence. Un frisson me parcourut l'échine. Je me souvenais même d'une fatigue inhabituelle. Cet après-midi-là, j'avais attribué ce malaise à la chaleur et à mon âge, mais maintenant je pensais que c'était le vin. Avouai feabalmant. J'ai trouvé ça dans la cuisine de Sergio, dit-il en me montrant une autre photo. C'était un petit flacon avec une étiquette médicale, bromaspam 6 mg. Il y avait aussi des traces d'un liquide incolore que je ne connaissais pas. Mon esprit s'affairait à relier les points. Le déjeuner familial insistant, mon étrange somnolence, les documents que j'avais signés sans les lire complètement parce que je faisais confiance à ma famille, me droguaient, murmurai-je. Plus à moi-même qu'à elle. Je crois. Oui, mais le pire. Il est à venir. Nerea prit une grande inspiration avant de poursuivre. Hier soir, en débarrassant la vaisselle après le dîner, j'ai entendu Sergio parler au téléphone. Il parlait à quelqu'un d'une dette énorme. Don Joaquín a parlé de 380 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. C'était une fortune qu'aucun de mes enfants ne pourrait réunir avec ses revenus habituels. Sergio semblait désespéré. Il disait à son interlocuteur que le vieux problème serait bientôt résolu, qu'il avait accès aux fonds nécessaires. Lorsqu'il a prononcé son nom, Don Joaquin, j'ai su que je devais le prévenir. À qui devait-il autant d'argent? Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais j'ai entendu des noms qui m'ont effrayé. Des gens du quartier de Valca impliqués dans des prêts illégaux. Sergio a répété le nom de Miguel El Navaja plusieurs fois. Je connaissais cette réputation. Valence avait ses quartiers dangereux, et les usuriers sans scrupules étaient une réalité que je préférais ignorer. Mais maintenant, cette réalité avait atteint ma propre famille. Mais s'ils ont déjà accès à mon argent grâce à ces faux documents, pourquoi avez-vous besoin de quelque chose? M'a interrompu Nerea d'un air grave. Parce qu'il y a un problème, Don Joaquin. Les banques sont plus prudentes avec les transferts importants des personnes âgées. Elles exigent votre présence, votre vigilance et votre validation personnelle pour les opérations supérieures à 100 000 €. J'ai alors compris l'ampleur du danger. Il ne suffisait pas que j'ai été drogué une fois pour obtenir ma signature. Il fallait me garder sous contrôle, manipulable, peut-être même définitivement incapable de prendre des décisions indépendantes. Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Ajouta Nerea d'une voix à peine audible. Tôt ce matin, avant leur départ pour la plage, j'ai entendu Christina au téléphone. Elle a évoqué un plan B au cas où vous deviendriez problématique. Plan B. Je n'ai pas tout entendu clairement, mais elle a mentionné des mots comme accident, escalier et gestion rapide. L'horreur de la situation m'a frappé de plein fouet. Mes propres enfants, la chair et le sang de ma chair, prévoyaient non seulement de me voler, mais ils étaient prêts à m'éliminer si nécessaire. C'est pourquoi j'ai envoyé le message à Don Joaquin. Hier soir, j'ai appelé la police et tout expliqué. Ils enquêtent, mais ils ont besoin de plus de preuves. Plus tôt dans la journée, ils m'ont dit qu'ils viendraient perquisitionner son domicile cet après-midi. La police est impliquée. Oui, l'inspecteur Thomas Guerrero Sanchez est en charge de l'affaire. C'est lui qui m'a suggéré de la prévenir discrètement lorsqu'ils sont sortis ensemble aujourd'hui. La police est déjà en route pour son domicile afin d'exécuter un mandat de perquisition. J'essayais de traiter toutes ces informations accablantes. En moins d'une heure, je suis passé d'une journée en famille à la plage à la découverte que mes enfants prévoyaient de me droguer, de me voler et peut-être de me tuer. Que faire maintenant, Nerea? Nous devons aller directement au commissariat.
L'inspecteur Guerrero veut recueillir sa déposition et effectuer des analyses sanguines pour vérifier s'il y a des traces des drogues qu'on lui a administrées la semaine dernière. J'ai ressenti un mélange de gratitude et de terreur. Gratitude envers cette femme courageuse qui a tout risqué pour me sauver, et terreur face à l'inconcevable trahison de mes propres enfants. Merci, Nerea. Je ne sais pas comment faire. Je te rends grâce pour ce que tu as fait pour moi. Elle me regarda avec détermination. Tu m'as toujours traité avec respect et dignité, don Joaquin. Je ne pourrai jamais leur permettre de te faire du mal. Alors que nous nous dirigions vers le commissariat, une question me taraudait l'esprit. Comment ma famille en était-elle arrivée à ce point de désespoir? Et surtout, qu'étaient-ils prêts à faire de plus pour me soutirer mon argent? Le trajet jusqu'au commissariat de la police nationale dura à peine 15 minutes, mais me parut une éternité. Nerea conduisait avec une nervosité évidente, vérifiant constamment ses rétroviseurs, tandis que j'essayais de saisir la véritable dimension du complot contre moi. « Don Joaquin, dit-elle, brisant le silence tendu. Il y a des détails supplémentaires que vous devriez connaître avant de parler à l'inspecteur Guerrero. Ce que j'ai découvert est bien plus complexe que je ne l'imaginais au départ. Il est apparu dans une rue adjacente au commissariat et s'est tourné vers moi avec une expression inquiète. Hier soir, après avoir surpris la conversation téléphonique de Sergio, j'ai décidé d'approfondir mes recherches. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour fouiller son bureau de fond en comble. J'ai trouvé un dossier caché derrière des livres. Il a ressorti son téléphone et m'a montré des photos de documents qui m'ont glacé le sang. C'étaient des reçus d'achats extravagants. Une Mercedes-Benz récente à 95 000 € au nom de Sergio. Des bijoux de luxe pour Christina d'une valeur de 45 000 € et un appartement sur la côte que Raquel avait récemment acquis pour 180 000 €. Aucun de ses enfants n'a les moyens de se le permettre, a expliqué Nerea. Sergio gagne environ 3 500 € par mois grâce à son travail de consultant. Christina touche environ 2 800 € en tant qu'administratrice et Raquel à peine 2 200 € de son emploi à temps partiel. Il est impossible qu'ils puissent se permettre un tel niveau de vie. Le calcul était ahurissant. À eux trois, ils ne gagnaient pas plus de 9 €, soit 0 € par mois. Une somme insuffisante pour s'offrir le luxe dont ils jouissaient visiblement. Comment finançaient-ils tout ça alors? C'est le plus effrayant, don Joaquin. J'ai trouvé des contrats de prêt privés signés avec des prêteurs illégaux. Les conditions sont brutales. Taux d'intérêt de 15% par mois, garantie personnelle incluant des menaces physiques et des délais de remboursement impossibles à respecter. Il m'a montré des photocopies de ces contrats. Les noms des créanciers m'étaient inconnus, mais les sommes étaient astronomiques. Sergio devait 150 000 €, Christina 120 000 € et Raquel 110 000 €. Au total, 380 000 € de dettes envers des personnes qui, selon les clauses du contrat, n'hésiteraient pas à recourir à la violence pour récupérer leur argent. Et ce Miguel El Navaja, d'après ce que j'ai pu discrètement enquêter, est le chef d'une organisation de prêts usuraires dans les bidonvilles de Valence et de Madrid. Il a un casier judiciaire pour extorsion, menaces graves et coups et blessures. Ses méthodes de recouvrement sont connues pour leur brutalité. Un frisson me parcourut les dos. Non seulement mes enfants étaient tombés entre les griffes de prêteurs sans scrupules, mais ils avaient choisi l'un des plus dangereux de la région. Quand ces prêts arrivaient-ils à échéance? Nerea examina leurs photos. La date limite était le 20 juillet 2023, soit dans 5 jours. S'ils ne remboursaient pas intégralement, les conséquences seraient graves. Je comprenais maintenant le désespoir qui avait motivé leur plan. Ils n'avaient pas d'autre choix. Soit ils recevaient mon argent immédiatement, soit ils s'exposaient à des représailles pouvant aller jusqu'à des violences physiques, des dommages matériels, voire pire. Mais il y a quelque chose de plus troublant que j'ai découvert. Nerea poursuivit, la voix tremblante. Une conversation enregistrée sur le téléphone de Sergio, qu'il avait apparemment oublié de supprimer, était de mauvaise qualité, mais suffisamment claire pour comprendre le dialogue. C'était la voix de Sergio qui parlait à un homme à l'accent madrilène. « Miguel, j'ai besoin de plus de temps. » Le vieil homme des plus méfiants qu'on ne le pensait. « On n'a plus de temps, Sergio. Sais-tu quelles sont les règles? 380 000 € avant jeudi, où on commence les correctifs. J'ai un plan. Mon père a presque 1 million d'économies. J'ai juste besoin de sa coopération. Et s'il ne coopère pas, il y a eu un long silence avant que Sergio ne réponde froidement, ce qui m'a brisé le cœur. Alors il faudra accélérer son départ. Un accident domestique, chose naturelle pour un homme de son âge. L'héritage serait réglé en quelques semaines. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Entendre mon propre fils planifier ma mort avec une telle froideur était plus douloureux que n'importe quelle trahison financière. Quand avez-vous enregistré cela? Avant-hier soir, Sergio a parlé depuis le jardin,
croyant que personne ne l'écoutait, mais il a laissé la fenêtre de sa chambre ouverte et son téléphone était connecté à un enregistreur automatique qu'il utilise pour ses réunions de travail. Les autres sont parfaitement au courant du plan. J'ai trouvé des messages WhatsApp entre les 3 frères et sœurs coordonnant les détails. Christina avait fait des recherches sur des médicaments capables de simuler une crise cardiaque naturelle. Raquel avait discrètement consulté une maison funéraire au sujet de procédures rapides avec des crèmes. L'ampleur de leur complot m'a bouleversé. Ce n'était pas une décision impulsive motivée par le désespoir financier. C'était un plan méticuleusement élaboré, où chaque frère et sœur avait des responsabilités spécifiques pour assurer mon élimination et un accès immédiat à mon héritage. Quel genre de médicaments ont-ils utilisé sur moi la semaine dernière? D'après ce que j'ai découvert, un mélange de black de Pam, un puissant anxiolytique mélangé à un dérivé liquide appelé cétrolome. Cette seconde substance provoque une confusion temporaire, des pertes de mémoire à court terme et un sentiment d'excès de confiance qui pousse les victimes à signer des documents sans poser de questions. Où se procuraient-elles ces substances? Christina travaille pour une entreprise pharmaceutique, a accès à des médicaments sur ordonnance et connaît leurs effets. Apparemment, elle préparait ce mélange depuis des semaines. L'énigme commençait à s'éclaircir. Ce n'était pas une coïncidence s'ils m'avaient invité à ce déjeuner de famille, ni s'ils avaient tant insisté pour que je goûte le vin spécial qu'ils avaient acheté pour l'occasion. Tout avait été calculé pour me neutraliser temporairement et obtenir ma signature sur des documents que je ne me souvenais pas avoir lus en entier. Nerea, pourquoi as-tu décidé de prendre autant de risques pour m'aider? Aurais-tu pu simplement démissionner et chercher un autre emploi? Elle m'a regardé avec un mélange de détermination et d'émotion. Don Joaquin, tu as été la seule personne à m'avoir traité avec dignité quand j'en avais le plus besoin. Quand Valeria est née et que je suis devenue mère célibataire, tu as veillé à ce que Sergio m'accorde un congé maternité payé. Quand ma fille est tombée malade l'année dernière, tu as personnellement payé ses frais médicaux sans même que je le lui demande. Ces paroles m'ont profondément ému. De plus, a-t-elle poursuivi, si je laissais une personne aussi bonne que toi souffrir, quel exemple donnerais-je à ma fille? Certains principes valent plus que n'importe quel travail. Alors que nous nous dirigions enfin vers l'entrée du commissariat, une terrible certitude s'est installée dans mon esprit. La famille que j'avais aimée et protégée pendant des décennies était prête à m'assassiner pour de l'argent, et si je n'agissais pas immédiatement, je pouvais mourir dans les 50 jours. Alors que nous attendions dans la salle d'audience du commissariat que l'inspecteur Guerrero nous reçoive, mon esprit a entamé un douloureux voyage dans le passé. Les révélations de Nerea avaient ouvert une profonde blessure, mais elles m'avaient aussi obligé à réexaminer les 2 dernières années de ma vie avec une lucidité bouleversante. Tout avait commencé le 23 septembre 2021. Rosa, ma compagne depuis 52 ans, est décédée après 6 mois de lutte contre un cancer du pancréas. Je me souviens très bien du comportement de mes enfants durant ces derniers jours, attentifs, aimants, apparemment dévastés par la perte imminente de leur mère. Mais avec ce nouveau regard, certains détails que j'avais interprétés comme de l'amour filial prenaient une signification sinistre. Durant les dernières semaines de Rosa, Sergio avait insisté à plusieurs reprises pour connaître les détails financiers de la famille. Il avait dit qu'il était important d'être prêt à m'aider avec les formalités administratives après les funérailles. Christina était celle qui m'avait le plus interrogé sur mes économies et mes projets de retraite. « Papa, nous voulons nous assurer que tu as tout ce dont tu as besoin », répétait-il sans cesse. Sur le moment, j'avais interprété son insistance comme une réelle inquiétude pour mon avenir. Raquel, la cadette, avait été plus subtile. Elle m'a proposé de m'accompagner à mes rendez-vous médicaux et bancaires, toujours sous prétexte de soutenir mon père dans ces moments difficiles. Je n'aurais jamais cru qu'elle mémorisait des informations sur mes comptes et mes placements. Les premiers mois qui ont suivi les funérailles ont été les plus sombres de mon existence. La maison semblait vide, silencieuse, remplie de souvenirs qui me noyaient. Rosa avait été mon ancre, ma raison de me lever chaque matin. Sans elle, j'ai sombré dans une profonde dépression qui m'a presque consumé. C'est alors que j'ai trouvé refuge dans la foi. La paroisse Saint-Michel est devenue mon sanctuaire. Le père Antonio Romero Gil, un homme sage de 65 ans, m'a accueilli avec compréhension et patience. J'ai commencé par assister à la messe du dimanche, puis aux offices en semaine, et je suis finalement devenu un paroissien assidu. « Don Joaquin », m'a dit le père Antonio, la douleur que tu ressens est l'autre face de l'amour qu'il partageait avec Rosa. Ne la fuis pas. Accepte-la comme faisant partie de ton lien éternel avec elle. Ces paroles m'ont réconforté, et j'ai progressivement trouvé la paix dans la prière, dans la méditation, dans le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que ma propre souffrance. L'Église m'a donné un cadre lorsque ma vie manquait de sens et de communauté, lorsque la solitude menaçait de me détruire. Durant cette période de ressourcement spirituel, mes enfants ont intensifié leur visite. Au début, j'étais ravi,
pensant que nous avions enfin développé les liens familiaux dont Rosa avait toujours rêvé. Sergio venait le mardi après-midi, Cristina le jeudi et Raquel le samedi. Cela semblait être une routine parfaite de soutien familial, mais maintenant, en repensant à ces visites avec un regard neuf, j'ai reconnu des schémas inquiétants. Il me posait toujours des questions spécifiques sur ma santé. Je prenais des médicaments, j'avais du mal à me souvenir de certaines choses, j'avais envisagé de faire une procuration pour les urgences médicales. Les questions d'argent étaient constantes, mais masquées par l'inquiétude. Papa, has tu pensé? Vous souhaitez regrouper vos économies sur un seul compte pour simplifier la gestion? Ne serait-il pas plus pratique d'accéder à vos fonds en ligne? Avez-vous mis à jour votre testament après le décès de maman? Sergio avait particulièrement insisté sur ce dernier point. En janvier 2022, 4 mois seulement après les funérailles, il m'a incité à consulter un notaire par précaution. À l'époque, j'ai cédé, car cela me semblait une suggestion judicieuse de la part d'un fils responsable. Je me souvenais parfaitement de cette visite chez le notaire. Sergio m'a accompagné et est resté présent tout au long de la consultation. Le notaire, Maître Garcia Valdés, avait préparé plusieurs documents qui, selon Sergio, moderniseraient mes dispositions testamentaires et protégeraient mes biens. J'ai tout signé avec assurance, convaincu d'assurer l'avenir de mes enfants. Mais je me demandais maintenant quels documents supplémentaires ils avaient pu inclure parmi ces papiers. J'avais peut-être signé par inadvertance des procurations, des autorisations bancaires dissimulées parmi des clauses testamentaires légitimes. Cristina avait adopté une stratégie différente, mais tout aussi efficace. Elle s'est présentée comme l'administratrice familiale officieuse, proposant de gérer mes factures mensuelles et mes formalités administratives. Papa, laisse-moi t'aider avec ces choses-là. C'est ennuyeux. Tu te concentres sur ton rétablissement émotionnel. Petit à petit, elle avait pris le contrôle de divers aspects de ma vie financière quotidienne. Elle payait mes factures, gérait mes correspondances bancaires, mes assurances et mes renouvellements d'abonnement. Rétrospectivement, cela lui avait donné un accès complet aux informations sur mes ressources financières. Raquel avait choisi l'approche la plus subtile et la plus manipulatrice. Elle se concentrait sur mon état émotionnel, se présentant comme la fille compréhensive qui comprenait le mieux ma douleur. Papa, tu sais que tu peux me faire confiance pour n'importe quel souci. Les aînés ne comprennent pas toujours, mais je serai toujours là pour toi. Ces visites comprenaient de longues conversations sur Rosa, des souvenirs partagés et des projets pour honorer son héritage. Au cours de ces conversations intimes, Raquel obtenait des informations sur mes intentions caritatives, mes souhaits de dons à la paroisse et mes projets d'avenir. Je comprenais maintenant que chaque enfant avait développé une spécialité au sein de sa conspiration. Sergio s'occupait des aspects juridiques et notariés. Cristina contrôlait la gestion financière quotidienne, et Raquel manipulait mon état émotionnel pour me maintenir vulnérable et confiante. Le changement le plus significatif s'était produit au cours des 6 derniers mois. Leurs visites étaient devenues plus fréquentes, mais aussi plus tendues. J'ai remarqué des échanges de regards entre eux, des conversations qui s'arrêtaient brusquement dès mon entrée dans la pièce, et un niveau de stress que je ne savais pas comment interpréter. En juin 2023, Sergio avait suggéré ces réunions de famille régulières chez lui. « Papa, maintenant que tu vas mieux émotionnellement, nous devrions passer plus de temps ensemble en famille. Maman aurait aimé nous voir unis. » Ces déjeuners du dimanche à la maison de Sergio étaient devenus un rendez-vous hebdomadaire que j'attendais avec une joie sincère. Nous semblions enfin avoir trouvé l'harmonie familiale dont Rosa rêvait, mais visiblement, pour mes enfants, ces rencontres avaient un tout autre but: étudier mes habitudes, évaluer mon état mental et préparer le terrain pour leur plan ultime. Le déjeuner du 8 juillet, où ils m'ont drogué pour obtenir ma signature, n'avait été que l'aboutissement de mois de préparation méticuleuse. Ce n'était pas un acte impulsif de désespoir, mais le résultat d'une stratégie soigneusement planifiée pour accéder à mes biens. Assise dans cette salle d'attente, entourée d'affiches sur la sécurité citoyenne et la prévention de la criminalité, une amère révélation s'est imposée à ma conscience. Pendant 2 ans, j'avais confondu manipulation calculée et amour filial. Ma vulnérabilité émotionnelle après la mort de Rosa les avait transformés en prédateurs et non en consolateurs. La foi qui m'avait tant aidé à guérir était maintenant confrontée à son épreuve la plus difficile. Comment concilier les enseignements chrétiens sur le pardon et l'amour familial avec la dure réalité? Mes propres enfants étaient prêts à me tuer pour de l'argent. Dont Joaquín Moral Serrano. Venez, je vous en prie. La voix de l'inspecteur Thomas Guerrero Sanchez résonnait dans la salle d'attente avec une autorité professionnelle. C'était un homme d'une 50aine d'années, de taille moyenne, de forte corpulence, au regard pénétrant qui inspirait immédiatement confiance. Son uniforme impeccable et son sérieux me rassurèrent au milieu de la tourmente émotionnelle que je traversais. « Bonjour, inspecteur. Je suis Nerea Jiménez Castro, qui m'a alerté de la situation.
dis-je en nous dirigeant vers son bureau. Madame Jiménez, votre appel d'hier soir est arrivé à point nommé. Nous travaillons d'arrache-pied depuis pour vérifier les informations que vous nous avez fournies, répondit l'inspecteur en nous invitant à nous asseoir devant son bureau rempli de dossiers et de documents. Le bureau était austère mais efficace. Les murs blancs étaient décorés uniquement de certificats de police, d'un plan détaillé de Valence et de photographies officielles du roi et des autorités régionales. 2 ordinateurs fonctionnaient simultanément, affichant des bases de données que je ne pouvais pas déchiffrer de ma position. Don Joaquin, avant de procéder à votre déposition officielle, nous devons effectuer des examens médicaux urgents. Notre équipe médico-légale a besoin d'échantillons de sang et de cheveux pour détecter d'éventuels résidus de substances qui auraient pu être administrés sans votre consentement. Est-il encore possible de détecter quelque chose après une semaine ? Ai-je demandé, mal à l'aise. Selon les substances utilisées, oui, le bromazépam peut rester détectable dans le sang pendant 3 à 7 jours, et certains métabolites persistent dans les cheveux jusqu'à 3 mois. S'ils vous ont vraiment administré la combinaison décrite par Madame Jiménez, nous trouverons des preuves. Un technicien médico-légal est entré avec une trousse médicale professionnelle. La procédure a été rapide mais minutieuse. Prise de sang, échantillon de cheveux et examen physique de base pour évaluer mon état de santé général. Pendant la procédure, l'inspecteur a continué à m'expliquer les démarches juridiques à suivre. Sur la base des preuves photographiques fournies par Madame Jiménez, nous avons obtenu une ordonnance du tribunal pour surveiller les communications de ces enfants et perquisitionner leur domicile. L'opération a commencé il y a 2 heures. Sont-ils déjà chez moi? En effet, une équipe spécialisée mène des perquisitions simultanées au domicile de Sergio, Cristina et Raquel. Nous avons également demandé à la Banque Santander de geler tous ses comptes afin d'empêcher tout virement non autorisé pendant la durée de l'enquête. J'ai été agréablement surpris par l'efficacité de la police. Moins de 24 heures après l'appel de Nerea, ils avaient organisé une opération complexe pour protéger mes intérêts et rechercher des preuves supplémentaires contre mes enfants. Inspecteur, que se passera-t-il lorsque mes enfants reviendront de la plage et découvriront la perquisition? Nous avons coordonné l'opération pour qu'elle coïncide avec votre absence. Nos agents ont reçu l'ordre de terminer la perquisition avant votre retour. Cependant, nous avons besoin de votre coopération pour une phase cruciale du plan. Guerrero se pencha en avant, adoptant une attitude plus confidentielle. Don Joaquin, nous voulons organiser une opération contrôlée qui nous permettra d'obtenir des aveux directs de vos enfants. Les preuves documentaires sont solides, mais un témoignage enregistré renforcerait considérablement le dossier judiciaire. Quel genre d'opération? Nous aurions besoin que vous retourniez chez Sergio ce soir, en apparence normale, mais avec des enregistreurs dissimulés. Si nous parvenons à les convaincre d'avouer verbalement le plan, nous aurons des preuves irréfutables d'un complot en vue de commettre une fraude et peut-être un homicide prémédité. Cette proposition me terrifiait. Retourner volontairement à l'endroit où mes propres enfants avaient prévu de me droguer à nouveau, sachant qu'ils étaient désespérés et que leur dette était due dans quelques jours, me semblait extrêmement dangereux. Il n'existe pas d'alternative moins risquée. Je comprends votre inquiétude, mais examinons la situation juridique actuelle, expliqua l'inspecteur en consultant ses notes. Nous disposons de preuves documentaires de falsification, de photographies de substances réglementées et d'enregistrements téléphoniques compromettants. Cependant, un avocat compétent pourrait soutenir que vous avez signé ces documents en toute connaissance de cause, que les médicaments sont destinés à un usage médical légitime et que les conversations enregistrées sont sujettes à de multiples interprétations. Nerea, restée silencieuse tout au long de la conversation, intervint avec détermination. Don Joaquin, je serai là pour vous protéger. Je peux m'assurer que vous ne consommiez rien de ce qu'on vous propose et maintenir une communication constante avec la police. Madame Jiménez a raison, confirma Guerrero. Elle serait notre collaboratrice officielle dans le cadre de l'opération. De plus, nous installerons du matériel de surveillance externe et disposerons d'unités d'intervention rapide dans un rayon de 2 pâtés de maison. Que se passerait-il en cas de problème? S'ils remarquaient l'enregistrement ou s'ils décidaient d'accélérer leur plan? Nous avons pris en compte ces risques. Vous porteriez un dispositif d'urgence qui déclencherait une intervention immédiate en appuyant sur un bouton spécifique. De plus, nous établirons des codes de sécurité que Madame Jiménez pourra utiliser pour demander de l'aide sans éveiller les soupçons. L'inspecteur m'a montré un minuscule appareil, semblable à un bouton de chemise, mais équipé d'un microphone ultrasensible et d'un émetteur GPS. Cette technologie m'a impressionné par sa sophistication et sa discrétion. Pensons également aux conséquences d'une inaction décisive, a poursuivi Guerrero. Vos enfants subissent une pression extrême de la part d'usuriers violents. S'ils ne reçoivent pas l'argent dans les prochains jours, ils pourraient tenter une action désespérée et irréversible.
Ces paroles m'ont forcé à affronter une terrible réalité. Malgré mes craintes, mes enfants avaient déjà franchi les limites morales, irrémédiablement. Si je ne les arrêtais pas maintenant, alors que je bénéficiais d'une protection policière et de preuves juridiques, les prochaines occasions pourraient être trop tardives. Quand cette opération aurait-elle lieu? Idéalement, ce soir même, selon notre enquête, vos enfants prévoyaient de vous inviter à dîner demain, dimanche, pour régler certaines affaires familiales. Être en avance sur leur emploi du temps nous donnerait un avantage tactique. Comment expliqueriez-vous mon retour inattendu après avoir quitté la plage? Madame Jiménez a suggéré un alibi convaincant. Vous vous êtes senti mal pendant la promenade. Elle vous a trouvé désorienté près du parking et vous a accompagné chez Sergio pour que vos enfants puissent s'occuper de vous. Nerea a acquiescé, confirmant le plan. Je leur dirai que je vous ai trouvé étourdi et inquiet pour votre tension artérielle. Ils connaissent ma discrétion et ne soupçonneront pas que j'ai contacté la police. Le technicien médico-légal est revenu avec les résultats préliminaires des analyses. Inspecteur, nous avons confirmé la présence de broma à des concentrations significatives et détecté des traces d'une substance compatible avec des dérivés du cétrolome. Les niveaux suggèrent une administration de forte dose il y a environ une semaine. Parfait, don Joaquin. Ceci confirme scientifiquement que vous étiez sous l'emprise de drogue. Nous avons de solides motifs pour engager des poursuites pénales. La validation scientifique des soupçons de Nerea m'a rempli d'un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement, car j'avais enfin la preuve objective de la trahison. Horreur, car elle confirmait que mes propres enfants avaient été prêts à me neutraliser chimiquement pour me voler. Inspecteur, j'accepte de participer à l'opération, mais j'ai besoin d'une garantie. Si quelque chose tourne mal, si ma vie est réellement en danger, vos agents interviendront immédiatement, quel que soit l'état de l'enregistrement. Vous avez ma parole personnelle et mon engagement professionnel, don Joaquin. Leur sécurité est notre priorité absolue. Alors que nous quittions le commissariat pour finaliser l'opération nocturne, une certitude s'est cristallisée dans mon esprit. Ce soir-là, je ferai face à mes enfants en sachant exactement qui ils étaient. Ils ne seraient plus les enfants que j'avais élevés, ni les adultes que je croyais avoir éduqués aux valeurs éthiques. Ils seraient des criminels désespérés, prêts à tout pour de l'argent, et je serais l'instrument de leur propre condamnation. Il était 18h30 lorsque nous sommes retournés au commissariat pour finaliser les détails de l'opération nocturne. L'inspecteur Guerrero avait convoqué une équipe spécialisée composée de techniciens en surveillance, d'experts en communication et d'agents de l'unité d'intervention rapide. Le professionnalisme du groupe m'a considérablement rassuré. Don Joaquin, voici le sergent Lopez Martin, spécialiste des opérations secrètes, et l'agent Ruiz Herrera, expert en enregistrement, m'a annoncé l'inspecteur en me conduisant dans une salle de conférence équipée de cartes détaillées du quartier de Sergio. Le sergent Lopez, un jeune homme d'une trentaine d'années à l'allure athlétique et au regard intelligent, a disposé plusieurs petits appareils électroniques sur la table. Monsieur Moral, nous utiliserons 3 systèmes d'enregistrement redondants pour garantir une capture parfaite de la conversation, a-t-il expliqué en manipulant délicatement les appareils. Premièrement, ce microphone directionnel intégré à un bouton de chemise qui enregistre le son dans un rayon de 5 mètres. Deuxièmement, un émetteur GPS caché dans sa ceinture qui nous permet de suivre sa position exacte en temps réel. Il m'a montré le 3e appareil, une petite caméra de la taille d'une pièce de monnaie. Ce sera l'élément le plus important, une microcaméra à transmission directe installée dans ses lunettes. Elle nous permettra de voir exactement ce que vous voyez et d'intervenir instantanément en cas de danger imminent. L'agent Ruiz a complété l'explication technique. Tous les appareils sont synchronisés avec notre centre de commandement mobile, que nous stationnerons à 150 mètres du domicile de Sergio. Nous bénéficierons d'une transmission audiovisuelle continue et d'une capacité d'intervention immédiate. Comment fonctionne le système d'urgence? Le sergent Lopez m'a tendu ce qui ressemblait à un stylo ordinaire. Si vous appuyez dessus 2 fois de suite, une alarme silencieuse se déclenchera dans notre centre de commandement. Nous aurons des agents qui entreront par effraction dans la maison dans les 90 secondes. Si vous appuyez dessus 3 fois de suite, nous considérerons que votre vie est en danger immédiat et l'intervention sera encore plus rapide. Nerea, qui avait suivi la démonstration avec une attention soutenue, a soulevé une question cruciale. Comment puis-je vous contacter si je détecte quelque chose de suspect avant que don Joaquin n'active l'urgence? Excellent question, Madame Jiménez. Portez-vous cet appareil? A répondu l'agent Ruiz en lui montrant un téléphone portable apparemment ordinaire. Il est programmé avec des numéros abrégés. Appuyer sur un seul indique que la situation est sous contrôle. 2 signifie que la prudence est de mise, et 3 déclenche une intervention immédiate. L'inspecteur Guerrero a montré des photos aériennes du quartier résidentiel où vivait Sergio,
marquant les positions stratégiques avec des marqueurs rouges. Nous aurons 6 agents répartis dans 3 véhicules banalisés. Une camionnette de livraison garée devant le parc, une voiture particulière à l'angle sud-est et une moto électrique de maintenance dans la rue derrière. Toutes les entrées seront surveillées. Et si mes enfants soupçonnent quelque chose d'inhabituel dans mon comportement? Nous avons préparé un alibi crédible pour expliquer toute nervosité, a répondu le sergent Lopez en consultant ses notes. S'il semble intrigué par son comportement, vous pouvez l'attribuer à la peur médicale qu'il a eue à la plage. Il est normal qu'une personne de son âge soit bouleversée après un épisode de mal de mer. Nerea a complété la stratégie. Je leur expliquerai que je l'ai trouvé très inquiet pour sa santé et qu'il insistait pour revenir auprès de sa famille. Ils connaissent ma prudence et ne remettront pas en question mon histoire. À quelle heure devons-nous arriver chez Sergio? L'inspecteur consulta sa montre. Nos agents de surveillance confirment que ses enfants sont rentrés de la plage il y a 1 heure. D'après les micros que nous avons installés lors de la perquisition matinale, ils discutent de sa disparition inattendue. Ils semblent nerveux, mais pas méfiants. Ils ont réussi à découvrir des preuves supplémentaires lors de la perquisition. Fait significatif, nous avons trouvé le dossier caché mentionné par Madame Jiménez, ainsi que 3 autres téléphones portables contenant des communications avec des prêteurs illégaux. Nous avons également trouvé un flacon de cétrolome dans le réfrigérateur de Sergio, étiqueté comme médicament pour papa. Cette révélation m'a profondément choqué. Ils avaient été si calculateurs qu'ils avaient même préparé des médicaments contrefaits spécialement pour me droguer à répétition. Quel genre de conversation s'attendent-ils à ce que j'ai avec eux? Idéalement, nous souhaitons qu'il fasse part de ses inquiétudes concernant son testament ou ses économies, a expliqué le sergent Lopez. Si vous exprimez des inquiétudes quant à la sécurité de votre argent, ils essaieront probablement de vous rassurer en vous proposant de l'aider à le gérer. Ce sera l'occasion d'enregistrer des aveux compromettants. L'agent Ruiz ajouta. Il serait également utile que vous mentionniez votre confusion concernant les documents que vous vous souvenez avoir signés récemment. S'ils craignent que je remette en question les signatures du 8 juillet, ils pourraient révéler des détails sur la façon dont ils les ont obtenus. Dois-je les confronter directement à mes soupçons? Absolument pas, répondit l'inspecteur Guerrero catégoriquement. Toute confrontation directe les mettrait en état d'alerte et pourrait provoquer des réactions violentes. Adoptez l'attitude d'un grand-père inquiet mais confiant. Laissez-les révéler eux-mêmes des informations compromettantes. Nerea intervint avec une suggestion pratique. Don Joaquin pourrait mentionner qu'il est reconnaissant d'avoir des enfants aussi responsables qui veillent sur lui. Cela pourrait les inciter à baisser la garde et à parler plus librement de leur plan pour le protéger. Combien de temps devrait durer la visite? Entre 1 et 2 heures, estimait le sergent Lopez. Assez de temps pour obtenir des enregistrements substantiels, mais pas au point d'éveiller des soupçons quant à la raison de son séjour prolongé. L'inspecteur m'a remis une enveloppe scellée. Don Joaquin, voici les transcriptions des conversations téléphoniques que nous avons interceptées aujourd'hui entre vos fils et Miguel El Navaja. Les menaces se sont considérablement intensifiées. J'ai lu avec horreur des fragments de dialogue où ce Miguel exigeait un paiement immédiat et décrivait avec des détails sadiques les conséquences d'un refus. Ce n'étaient pas de vaines menaces. C'étaient des promesses précises de violence physique impliquant toute la famille. Quand prévoyez-vous d'intervenir auprès de ce Miguel El Navaja? En même temps que l'opération de ce soir. Pendant que nous enregistrons les aveux de vos fils, une autre équipe arrêtera Miguel et son organisation à Valca. Nous voulons démanteler tout le réseau d'un seul coup. La complexité de l'opération m'a impressionné. Il ne s'agissait pas simplement d'une fraude familiale. Il s'agissait d'une enquête approfondie contre une organisation criminelle qui avait étendu ses tentacules à de multiples victimes. Êtes-vous mentalement préparé à cela, Don Joaquin? L'agent Ruiz a demandé avec une inquiétude sincère. Entendre vos propres enfants avouer leur projet de vous assassiner sera émotionnellement dévastateur. Votre question m'a forcé à réfléchir à la force intérieure dont j'aurais besoin pour accomplir cette mission. Au cours des 2 dernières années, ma foi renouvelée m'a appris le pardon et la compassion, mais aussi la justice et la protection des innocents. Agent. J'ai vécu 78 ans et élevé 3 enfants, croyant en des valeurs telles que l'honnêteté, la loyauté familiale et le respect de la vie. Découvrir que mes propres enfants ont trahi ces principes est douloureux, mais les laisser continuer serait trahir tout ce que ma femme et moi avons essayé de leur inculquer. Nerea m'a pris la main en signe de soutien. Don Joaquin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous sommes tous là pour vous protéger et faire en sorte que justice soit faite. L'inspecteur Guerrero a vérifié les montres de tous les participants. Il est 19h15. Nous commencerons le déploiement à 19h30. Don Joaquin et Madame Jiménez arriveront chez Sergio à 20h précises. À ce moment-là, tous nos systèmes seront opérationnels et prêts.
Tandis qu'il m'installait discrètement les appareils d'enregistrement et vérifiait leur fonctionnement, un mélange de terreur et de détermination m'envahit. Dans moins d'une heure, je ferai face à mes enfants, sachant que ce serait peut-être notre dernière conversation familiale. Après cette nuit, ils ne seraient plus que des criminels ayant tenté d'assassiner leur propre père pour de l'argent. À 20 heures précises, Nerea arrêta sa voiture devant la maison de Sergio. Mon cœur battait si fort que je craignais que les appareils d'enregistrement n'accélèrent leur rythme. La maison à 2 étages, avec sa façade moderne en briques claires et son jardin soigneusement entretenu, avait exactement la même apparence. Mais je l'apercevais maintenant comme le théâtre d'une confrontation qui allait définir le reste de mon existence. Les lumières du salon étaient allumées, projetant une lumière chaleureuse qui, en d'autres circonstances, aurait été accueillante. Ce soir, cependant, cette luminosité semblait sinistre, comme la lueur trompeuse d'un piège soigneusement tendu. Don Joaquin, n'oubliez pas d'être naturel, murmura Nerea en consultant discrètement son téléphone d'urgence. Je m'occupe de tout ce qui concerne les boissons et la nourriture. Ne touchez à rien que je n'ai jamais touché auparavant. J'inspirai profondément, ajustai mes lunettes équipées d'une microcaméra et touchai délicatement le stylo d'urgence dans ma poche droite pour confirmer son emplacement. Les fils du microphone du bouton me parurent étranges contre la poitrine, mais j'espérais que ma chemise les dissimulerait suffisamment. La porte s'ouvrit avant que nous puissions frapper. Sergio apparut avec une expression mêlant soulagement fin et inquiétude apparente. « Papa, Dieu merci, tu vas bien. Tu nous as fait mourir d'inquiétude quand tu as disparu de la plage sans prévenir. » s'exclama-t-il en me serrant dans ses bras avec une effusion qui semblait totalement fausse maintenant que je connaissais ses véritables intentions. Nerea m'a trouvé étourdi près du parking. Expliquai-je en suivant mon script. J'étais confus et désorienté. Je pense qu'il faisait trop chaud pour quelqu'un de mon âge. Christina sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier à fleurs. Son sourire semblait sincèrement soulagé, ce qui me laissa un instant perplexe. Il se pouvait qu'elle conserve un reste d'amour filial authentique, ou qu'elle soit simplement une actrice accomplie. « Papa, tu nous as fait une sacrée frayeur. Raquel est dans le salon. J'allais appeler les hôpitaux pour savoir si tu étais admise, » dit-elle en s'approchant de mon visage pour examiner mon visage avec ce qui semblait être une inquiétude médicale professionnelle. Raquel sortit de la maison en courant presque. Son regard exprimait une anxiété qui aurait pu être interprétée comme de l'amour filial, mais dont je soupçonnais maintenant les motivations tout autres. « Papa, tu vas mieux? Tu as besoin que je t'emmène chez le médecin? Ta tension est irrégulière ces derniers temps, » demanda-t-elle en me prenant par le bras avec une douceur exagérée. « Je vais bien, ma fille. J'ai juste besoin de me reposer un peu et peut-être de boire quelque chose de frais, » répondis-je en me laissant guider vers le salon principal. L'intérieur de la maison reflétait le niveau de vie que mes enfants avaient maintenu avec de l'argent emprunté. Des meubles en cuir italien, une télévision à écran géant, des décorations qui coûtaient visiblement plus cher que n'importe lequel de leur salaire mensuel. Chaque objet me rappelait qu'ils vivaient dans un mensonge financier insoutenable. « Nerea, s'il vous plaît, prenez de l'eau minérale au réfrigérateur, » demanda Sergio d'un ton apparemment désinvolte. Mais je percevais une tension sous-jacente dans sa voix. « Bien sûr, monsieur Sergio, » répondit Nerea en se dirigeant vers la cuisine. Elle avait reçu pour instruction expresse de contrôler tout ce qu'on me proposait à boire. Je m'assis sur le canapé principal, d'où je pouvais observer les expressions de mes 3 enfants. Christina s'installa à ma droite, Raquel à ma gauche, et Sergio resta debout devant moi, adoptant inconsciemment une position dominante que je trouvais révélatrice. « Papa, nous avons discuté de ta situation financière, » commença Sergio, l'air apparemment inquiet. « À ton âge, gérer autant d'épargne et prendre des décisions bancaires complexes doit être stressant. Pourquoi abordes-tu ce sujet maintenant ?» demandai-je, feignant une surprise innocente. Christina intervint avec une douceur calculée. « Papa, on sait que maman a toujours géré beaucoup de paperasse. Sans elle, tu dois te sentir dépassé par tant de responsabilités financières. C'est vrai que certaines choses sont devenues plus compliquées, ai-je admis, suivant la stratégie suggérée par les policiers. Ces derniers temps, je me suis senti perdu au sujet de certains documents que je me souviens avoir signés. » Ils échangèrent tous les 3 de brefs regards que la microcaméra aurait certainement captés. Sergio s'éclaircit la gorge avant de répondre. « De quel genre de documents t'inquiètes-tu, papa ? » « Eh bien, je me souviens avoir signé des papiers il y a une semaine lors de notre déjeuner de famille, mais je me souviens plus exactement de quoi il s'agissait. Ma mémoire est altérée, ai-je dit en observant attentivement leur réaction. Raquel se pencha vers moi avec une expression compatissante. « Papa, c'était des documents pour mettre à jour ton assurance maladie. Rien d'important, juste des formalités administratives dont nous nous occuperons pour t'aider. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des chiffres importants,
Des sommes qui me semblaient importantes, insistai-je, sur un ton sincèrement confus. Sergio s'assit en face de moi, adoptant une posture qui se voulait détendue, mais qui trahissait une tension musculaire. Papa, il serait peut-être temps d'envisager un système plus simple pour gérer tes finances, quelque chose qui te soulagerait et te permettrait de profiter de ta retraite sans souci administratif. Nerea revint avec une bouteille d'eau minérale scellée, qu'elle ouvrit devant moi avant de me servir un verre. Ses gestes étaient réfléchis et prudents, s'assurant que le liquide n'avait pas été altéré. « Quel genre de système proposes-tu » demandai-je en buvant une gorgée d'eau. Cristina se redressa visiblement. On pourrait créer un compte joint où l'un de nous serait autorisé à gérer tes dépenses quotidiennes. Ça te libérerait de la gestion des factures, des placements et des démarches bancaires. Un compte joint ne me ferait pas perdre le contrôle de mon argent. Pas du tout, papa, répondit Raquel avec une fausse douceur. Ce ne serait qu'un outil administratif. Vous en resteriez seul propriétaire. Nous vous aiderions uniquement dans la gestion quotidienne. Sergio ajouta en se penchant. Compte tenu de votre épisode d'aujourd'hui à la plage, il serait peut-être prudent de prévoir des mesures d'urgence pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Quel genre de mesures? Eh bien, si vous deviez avoir un autre épisode de confusion ou si votre santé se dégradait temporairement, vous auriez besoin d'une personne de confiance pour accéder à vos ressources et payer vos médicaments, vos soins médicaux urgents ou toute autre urgence, expliqua Cristina d'un ton apparemment logique. La conversation se déroulait exactement comme les policiers l'avaient prévu. Mes enfants présentaient des arguments apparemment raisonnables pour prendre le contrôle de mes biens, mais je connaissais maintenant leur véritable motivation. Combien d'argent pensez-vous qu'il faudrait conserver sur ce compte joint? Demandai-je en feignant une considération sincère. Sergio échangea un autre regard rapide avec ses sœurs avant de répondre. Pour être totalement en sécurité, peut-être la plupart de vos économies. Comme ça, vous seriez protégé contre toute éventualité. Il s'agissait principalement des 950 000 € que j'avais mis de côté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je venais de confirmer le montant exact de mes biens, une information qu'ils devaient vérifier pour finaliser leur plan. « Papa, comment connais-tu ce chiffre précis ?» demanda Raquel avec une curiosité qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. La semaine dernière, j'ai vérifié mes relevés bancaires. C'était après notre déjeuner en famille, et je me sentais bizarre et somnole. Pour une raison inconnue, cette nuit-là, j'ai fait une insomnie et j'ai décidé de vérifier mes finances. Tous les trois sont devenus visiblement nerveux. Si j'avais vraiment vérifié mes comptes après le 8 juillet, j'aurais découvert les anomalies causées par les documents que j'avais dû signer sous l'emprise de drogue. Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel sur vos comptes? A demandé Cristina, la voix légèrement tremblante. Eh bien, il y a eu des transactions que je ne me souvenais pas avoir autorisées. Ai-je répondu, observant la tension monter de façon palpable dans la pièce. Sergio s'est brusquement levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Papa, parfois les banques traitent les transactions avec du retard. Il est normal de voir des transactions correspondant à des autorisations préalables. Des transactions s'élevant à des centaines de milliers d'euros. Le silence s'est à nouveau abattu sur la pièce. Je venais de franchir une ligne qui les obligerait à révéler des informations compromettantes ou à admettre leur implication dans les irrégularités financières. L'atmosphère dans la pièce était devenue aussi épaisse qu'un brouillard matinal. Mes trois enfants nous échangeâmes des regards chargés de sens que je pouvais désormais interpréter avec une clarté effrayante. Sergio cessa de faire les 100 pas et se tourna vers moi, l'air de vouloir rester calme, mais son regard trahissait un désespoir grandissant. « Papa, je crois qu'il y a un malentendu à propos de ces transactions bancaires, » dit-il en retournant lentement à sa place, tel un prédateur évaluant sa proie. « Peut-être devrions-nous clarifier ce que vous avez vu sur vos relevés bancaires. J'ai vu des virements pour des sommes considérables que je ne me souvenais pas avoir autorisées, » répétai-je, conservant le ton confus et vulnérable qui avait caractérisé toute ma prestation. Des sommes qui pouvaient résoudre de très graves problèmes financiers. Cristina s'agitait nerveusement sur le canapé, ses doigts tapotant nerveusement le coussin en cuir. « Papa, parfois, on signe des documents bancaires sans prêter attention aux détails. C'est normal à notre âge, à ton âge, je veux dire, à mon âge. Tu insinues que mon esprit ne fonctionne plus correctement. » Raquel intervint rapidement, essayant d'adoucir le commentaire de sa sœur. « Bien sûr que non, papa. Cristina veut simplement dire que gérer des finances complexes peut être stressant pour n'importe qui. Mais vous semblez en savoir plus sur mes finances que je ne m'en souviens, ai-je observé, laissant une pointe de suspicion s'infiltrer dans ma voix pour la première fois de la conversation. Le silence qui a suivi a duré plusieurs secondes gênantes. J'ai vu les trois frères et sœurs communiquer par regard, semblant parvenir à une sorte de consensus non verbal. Sergio a pris une grande inspiration et a adopté une position plus directe. « Papa,
il faut qu'on soit honnête avec toi au sujet de notre situation familiale. Laquelle? On a tous les trois eu des problèmes financiers récemment, a-t-il admis d'une voix tendue. Rien de grave, juste des dettes qui se sont accumulées plus vite que prévu. Christina a hoché la tête, soutenant la version de son frère. Papa, tu sais qu'on a toujours été responsable, mais la situation économique actuelle a été difficile pour tout le monde. Les dépenses ont augmenté, les salaires n'ont pas progressé au même rythme. Quel genre de dette? Ai-je demandé, feignant une inquiétude paternelle sincère. Raquel a échangé un regard entendu avec Sergio avant de répondre. Des prêts pour les maisons, les voitures, des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Combien doivent-ils au total? La question fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Tous trois étaient visiblement tendus, et pendant plusieurs secondes personne ne répondit. C'est une somme considérable, murmura finalement Sergio. Des centaines de milliers. Oui, admit Christina d'une voix à peine audible. Près de 400 000 euros. L'impact de ma question fut immédiat et dévastateur. Sergio pâlit. Christina laissa échapper un gémissement involontaire, et Raquel porta les mains à sa bouche comme pour reprendre ses paroles. Comment? Comment connais-tu ce chiffre exact? Balbutia Sergio, car c'est précisément le montant qui figure sur les documents de transfert portant ma signature, une signature que je ne me souviens pas avoir consciemment apposée. Je répondis avec un calme que je ne ressentais pas intérieurement. Nerea, restée discrètement dans un coin de la pièce, s'approcha pour me proposer de l'eau. Ses mouvements étaient volontairement lents, me laissant le temps d'assimiler la réaction de mes enfants à ma révélation. « Papa, » dit Raquel d'une voix brisée, « si tu as vu ces documents, tu sais que nous sommes dans une situation désespérée. » Desespers. À quel point? Sergio se releva et se mit à tourner en rond, se passant les mains dans les cheveux. « Papa, les gens à qui nous devons de l'argent ne sont pas vraiment des banques traditionnelles. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous ne payons pas vite, les conséquences vont au-delà des problèmes de crédit, expliqua Christina, les larmes aux yeux. Quelles conséquences? Raquel renifla avant de répondre. Papa, ils nous ont menacés. Ils ont dit que si nous ne payions pas d'ici jeudi, ils utiliseraient des méthodes plus persuasives. Qui les a menacés? Sergio s'est arrêté devant la fenêtre, me tournant le dos. Un homme nommé Miguel. Miguel Fernandez, mais tout le monde le connaît sous un autre nom. Quel autre nom? Miguel el Navaja, a murmuré Cristina. Ce nom confirmait tout ce que la police m'avait révélé. Mes enfants étaient non seulement tombés dans les réseaux de prêteurs illégaux, mais ils avaient spécifiquement choisi le plus violent et le plus dangereux de la région. Et que leur demandait ce Miguel? La totalité des 380 €, plus les intérêts courus, a répondu Sergio en se tournant vers moi, le désespoir visible sur son visage. Au total, près de 420 000 €. Quand? Après-demain, le 20 juillet. Et que se passera-t-il s'ils ne peuvent pas payer? Le silence retomba dans la pièce, mais cette fois, c'était différent. C'était le silence de ceux qui avaient envisagé de terribles possibilités et pris des décisions irréversibles. Papa, a finalement dit Raquel, ça d'une voix à peine audible, Miguel nous a expliqué qu'il avait des méthodes pour garantir le paiement d'une manière ou d'une autre. Quelle méthode? Sergio retourna sur le canapé et s'assit en face de moi, penché en avant, l'air intense. Papa, si quelque chose t'arrivait, si tu avais un accident ou un grave problème de santé, nous hériterions immédiatement. La procédure serait rapide, surtout s'il y avait déjà un testament clair et des procurations. Ces mots me glaçaient le sang. Mon propre fils venait d'admettre qu'ils avaient envisagé ma mort comme une solution à leurs problèmes financiers. Insinuez-vous que ma mort vous arrangerait? Christina se couvrit le visage de ses mains. Papa, nous ne voulions pas y penser, mais Miguel nous a poussés à envisager toutes les options possibles. Toutes les options. Raquel renifla plus fort avant d'avouer. Papa, Miguel nous a dit que si nous n'obtenions pas l'argent de ta part de plein gré, nous devrions trouver un autre moyen de garantir le paiement. Comment faire autrement, précisément? Sergio me regarda droit dans les yeux, avec un mélange de gêne et de détermination désespérée. Papa, à ton âge, un accident domestique ne serait pas suspect. Une chute dans les escaliers, un problème cardiaque pendant la nuit, quelque chose qui semblait naturel. Et ils ont déjà planifié cet accident. Le silence confirma ma question plus que n'importe quel mot. Christina a fait des recherches sur des médicaments qui pouvaient simuler des problèmes cardiaques, admit Raquel entre deux soyo. Raquel s'enquit des procédures rapides avec des crèmes pour éviter les longues autopsies. Et toi, Sergio, quelle était ta part dans le plan? Mon fils aîné me regarda avec un mélange de douleur et de détermination qui me brisa le cœur. Je me ferais un devoir d'être à tes côtés quand cela arriverait,
pour m'assurer que tu ne souffres pas et que tout semble naturel. Quand cet accident allait-il se produire? Cette semaine, murmura Cristina. Miguel nous a donné jusqu'à jeudi, alors il faudrait agir plus tôt. Demain. Sergio hocha lentement la tête. Nous avions prévu de t'inviter à dîner demain. Ce serait la dernière fois. Les aveux que je venais d'entendre confirmaient tout ce que la police soupçonnait, et plus encore. Mes propres enfants avaient non seulement planifié de me droguer et de me voler mon argent, mais ils avaient aussi élaboré un plan détaillé pour m'assassiner et faire passer cela pour un accident naturel. Et après ma mort, nous hériterions immédiatement, nous paierions Miguel, et personne ne se douterait de rien, expliqua Raquel, la voix brisée. On se souviendrait de toi comme d'un grand-père adoré mort paisiblement chez son fils. Ils pensaient décrire le meurtre prémédité de leur propre père. Tous trois se mirent à pleurer simultanément, mais leurs larmes ne m'émouvaient plus. C'étaient des larmes d'apitoiement sur soi, pas de sincères regrets. « Papa, on n'avait pas le choix », gémit Sergio. « Miguel n'accepte pas les excuses. Si on ne paie pas, il nous tuera et il viendra te chercher de toute façon. » À cet instant, avec les aveux complets enregistrés sur les bandes magnétiques de la police, j'ai su que ma famille avait franchi une ligne sans retour. Ils n'étaient plus mes enfants. C'étaient des criminels désespérés qui avaient choisi le meurtre comme solution à leurs problèmes auto-infligés. L'horloge murale indiquait 21h15 lorsque j'ai décidé que j'en avais assez entendu. Les aveux de mes enfants avaient dépassé les attentes les plus pessimistes de la police. Non seulement ils avaient avoué leur projet de me droguer et de me voler mon argent, mais ils avaient aussi détaillé leur intention de m'assassiner pour accélérer leur héritage. « Mes enfants », ai-je dit avec un calme qui m'a surpris. Ce que vous venez de m'avouer est l'un des crimes les plus graves prévus par la loi espagnole. Sergio se redressa brusquement, comme si mes paroles avaient déclenché une alarme dans son cerveau. « Papa, pourquoi utilises-tu ce mot? »« Aveu. » Tu parles comme si tu étais un juge ou un policier. Son observation m'a fait prendre conscience que mon vocabulaire avait subtilement changé au cours de la conversation. Après avoir passé tout l'après-midi avec des enquêteurs et des avocats, j'avais inconsciemment adopté leur terminologie juridique. « Sergio, je suis ton père, et tu viens de m'expliquer que tu prévoyais de me tuer demain soir. » ai-je répondu d'un ton calme. « Comment veux-tu que je réagisse à une telle révélation ?» Cristina se leva du canapé avec des mouvements nerveux. « Papa, tu parles bizarrement. » D'habitude, tu es plus émotif quand on parle de problèmes familiaux graves. Raquel se leva également, scrutant mon visage avec une attention croissante. « Papa, tu vas bien? » Y a-t-il quelque chose de différent dans ton comportement depuis ton arrivée? La tension dans la pièce commença à monter. Mes enfants passaient de la culpabilité confessionnelle à la suspicion défensive. Leur instinct de survie s'activa lorsqu'ils détectèrent des incohérences dans ma performance. Différente en quoi? Demandai-je, essayant de conserver l'image d'un grand-père désorienté. Normalement, après avoir entendu quelque chose d'aussi dérangeant, tu crierais, pleurerais ou du moins tremblerais, observa Sergio, s'approchant de moi d'un pas prudent. Mais tu es trop calme, trop maître de toi. Nerea intervint depuis sa position près de la cuisine, dont Joaquin était très bouleversé depuis l'épisode de la plage. Peut-être le choc l'avait-il fait réagir différemment. « Soc », répéta Cristina en regardant Nerea avec une suspicion croissante. « Nerea, tu as trouvé mon père à la plage, n'est-ce pas? » « Exactement. »« Où ?»« Je l'ai trouvé près du parking. » Il semblait désorienté et inquiet pour sa tension, répondit Nerea avec la version répétée. « Mais pourquoi étais-tu à la plage ?» insista Raquel. « C'était censé être ton jour de congé, et tu le passes habituellement avec Valeria à la maison. » La question révélait une connaissance approfondie de la routine personnelle de Nerea, ce qui me troublait. Mes enfants surveillaient les faits et gestes de leur gouvernante avec une attention qui suggérait de la paranoïa ou la préparation d'un événement particulier. Palria voulait aller à la plage, alors on a décidé d'y passer la journée, expliqua Nerea, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. Sergio s'arrêta juste devant moi et se pencha pour examiner mon visage. « Papa, il y a quelque chose qui cloche dans toute cette situation. »« Qu'est-ce qui cloche ? » D'abord tu disparais mystérieusement de la plage sans explication, puis tu reviens quelques heures plus tard avec Nerea, qui t'a trouvé par hasard. Maintenant, vous nous interrogez sur nos problèmes financiers en utilisant un vocabulaire juridique et réagissez avec un calme surnaturel à des aveux qui devraient vous bouleverser. Son analyse était trop précise. Ma performance avait été convaincante durant la première partie de la conversation, mais maintenir mon personnage face à des révélations aussi extrêmes exigeait un talent théâtral que je ne possède pas. « Sergio, je viens de découvrir que mes propres enfants projetaient de me tuer, » ai-je dit, abandonnant partiellement le simulacre.
Vous attendiez-vous à une réaction hystérique? Je m'attendais à ce que vous réagissiez comme notre père, pas comme un enquêteur professionnel, a-t-il répondu d'une voix de plus en plus tendue. Christina s'est approchée de la fenêtre et a légèrement écarté le rideau. Papa, il y a plusieurs véhicules garés à des endroits inhabituels dans notre rue. Une camionnette que je n'avais pas remarquée, une voiture qui est là depuis trop longtemps. Mon cœur s'est emballé. L'opération policière était repérée par mes enfants, dont la paranoïa avait accru leur sens de l'observation. Que insinuez-vous, Christina? Je suggère que votre disparition de la plage n'était peut-être pas aussi accidentelle que vous nous l'avez laissé croire, répondit-il en se tournant vers moi, l'air de plus en plus hostile. Raquel rejoignit sa sœur près de la fenêtre. Christina a raison. Il y a trop d'activités suspectes dans les véhicules pour que ce soit une coïncidence. Sergio se dirigea vers un tiroir du placard du salon et en sortit une paire de petites jumelles. En scrutant la rue à travers, son expression se durcit progressivement. « Papa » annonça-t-il d'une voix froide. L'homme assis dans la voiture bleue porte des écouteurs et a un équipement de communication visible sur le siège passager. La camionnette de livraison n'a pas de véritable logo d'entreprise et quelqu'un nous observe de l'intérieur. La situation se détériorait rapidement. Mes enfants avaient repéré la surveillance policière et me tenaient maintenant pour responsable d'avoir attiré leur attention. « Que suggérez-vous » demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Je suggère que vous nous avez trahis », rétorqua Sergio avec une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. D'une manière ou d'une autre, vous avez alerté les autorités de nos conversations. Nerea tenta d'intervenir. Monsieur Sergio, dont Joaquin est resté avec moi tout l'après-midi. Il n'a eu l'occasion de contacter personne. Tout l'après-midi avec vous, répéta Christina avec un sarcasme venimeux. Une employée de maison qui, par coïncidence, devient la compagne constante de notre père le jour même où une surveillance policière apparaît dans notre rue. Nerea ne m'aidait que lorsque je me sentais mal. Je protestai feabalment. Raquel revint par la fenêtre, l'air furieux. « Papa, tu sais quoi? Je crois que c'est vraiment arrivé. Je crois que Nerea a découvert quelque chose sur nos plans, qu'elle t'a alerté, et qu'ensemble, vous avez contacté la police. C'est ridicule. C'est ridicule, interrompit Sergio en s'approchant d'un air menaçant. Alors explique-moi pourquoi tu portes une chemise différente de celle que tu portais à la plage ce matin. Son observation me frappa comme un éclair. Effectivement, lors de la préparation de l'opération au commissariat, il avait changé de chemise pour accueillir les appareils d'enregistrement, un détail apparemment anodin qui compromettait désormais toute l'opération. Je me suis changé parce que l'autre transpirait après l'incident de la plage. J'ai menti désespérément. Et où as-tu trouvé cette nouvelle chemise? Je ne la reconnais pas dans ta garde-robe, insista Christina avec la perspicacité de quelqu'un qui étudie mes habitudes depuis des mois. Avant que je puisse répondre, Sergio se jeta sur moi et commença à palper ma chemise de ses mains expertes. « Papa, il y a quelque chose de dur ici, comme un bouton bizarre. » Ses doigts trouvèrent l'appareil d'enregistrement. À cet instant, la mascarade prit fin. « C'est un micro » cria-t-il en arrachant violemment l'appareil de ma chemise. « Il nous enregistre. » Christina s'est précipitée et a commencé à examiner mes lunettes. Et on dirait un minuscule appareil photo. Raquel a couru vers Nerea avec une expression meurtrière. « Toi, tu les as contactés, tu as organisé tout ça. » Sonora Raquel, s'il vous plaît, a crié Nerea en se cognant contre le mur. Sergio a écrasé le micro sous son pied dans une fureur incontrôlable. « Papa, tu viens de détruire ta propre famille, tu viens de nous condamner tous. » À ce moment précis, comme s'il attendait ce signal précis, les portes d'entrée et de derrière de la maison se sont ouvertes simultanément dans un fracas assourdissant. La police nationale a été immédiatement à terre. Des agents armés ont surgi de toutes parts, emplissant le salon d'ordres autoritaires et du bruit métallique des menottes qu'on leur tendait. L'inspecteur Guerrero est apparu parmi les premiers, se dirigeant droit sur moi. « Don Joaquin, êtes-vous blessé ?»« Je vais bien, inspecteur. » ai-je répondu en regardant mes 3 enfants être plaqués au sol, les mains derrière le dos. « Papa !» a crié Sergio, tandis qu'on lui passait les menottes. « Vous nous avez trahis. Nous sommes votre famille, Don Joaquin !» a crié l'agent Ruiz depuis l'entrée. Nous avons arrêté simultanément Miguel Fernandez El Navaja et 2 de ses complices à Valca. Nous avons trouvé des documents confirmant les menaces proférées contre sa famille. Christina a sangloté hystériquement lorsqu'on l'a soulevée du sol. « Papa, nous étions vos enfants. Comment avez-vous pu faire ça? C'étaient mes enfants jusqu'à ce qu'ils décident de me tuer pour de l'argent. » J'ai répondu avec une fermeté qui m'a surprise.
Raquel m'a regardé avec une haine pure tandis qu'on l'escortait jusqu'à la porte. Vous le regretterez. La famille se protège, elle ne se trahit pas. Madame Jiménez, dit le sergent Lopez en s'approchant de Nerea, votre courage a sauvé une vie et démantelé une organisation criminelle. Vous bénéficierez de la protection policière jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. En voyant mes 3 enfants être emmenés dans des véhicules de police séparés, un mélange de soulagement et de dévastation m'envahit. J'avais sauvé ma vie, mais j'avais perdu ma famille à jamais. Les mois qui suivirent cette nuit du 16 juillet furent un tourbillon de procédures judiciaires, de témoignages et de révélations qui continuèrent d'ébranler ce que je considérais autrefois comme ma réalité familiale. La procédure judiciaire débuta officiellement le 15 août 2023, lorsque le parquet de Valence déposa une plainte officielle contre Sergio, Cristina et Raquel pour tentative d'homicide aggravé, association de malfaiteurs et administration frauduleuse de biens d'autrui. Le procès se tint au tribunal de Valence, une imposante salle d'audience haut au plafond et aux murs lambrissés de bois sombre reflétant la solennité du système judiciaire espagnol. Lors des premières audiences, j'ai dû faire face à l'expérience surréaliste de témoigner contre mes propres enfants, assis sur le banc des accusés, vêtus d'uniformes de prison, avec des expressions oscillant entre honte et ressentiment. La procureure Carmen Vidal-Ruiz, une femme de 45 ans réputée pour sa fermeté inébranlable dans les affaires de violence conjugale, a présenté un dossier d'une solidité accablante. Les enregistrements obtenus lors de l'opération policière ont été diffusés en intégralité devant le tribunal, provoquant des frissons parmi les jurés en entendant mes fils comploter mon assassinat avec une froideur calculée. Vos honneurs, a déclaré la procureure lors de sa plaidoirie d'ouverture, nous sommes confrontés à l'un des cas de trahison familiale les plus exécrables jamais présentés dans ces salles d'audience. 3 adultes, bénéficiaires de l'amour et de la générosité de leur père depuis des décennies, ont minutieusement comploté pour le droguer, le dépouiller de tous ses biens et, finalement, l'éliminer physiquement afin d'accélérer son héritage. Les avocats de la défense ont déployé de multiples stratégies pour minimiser la gravité des accusations. L'avocat de Sergio a soutenu que les dettes contractées auprès de prêteurs violents avaient placé ses clients sous une contrainte extérieure limitant leur capacité à prendre des décisions rationnelles. L'avocat de Cristina a allégué que sa cliente avait agi sous l'influence psychologique dominante de ses frères aînés. L'avocat de Raquel a soutenu qu'elle n'était qu'une victime collatérale des décisions de ses frères. Cependant, les preuves présentées par l'accusation étaient accablantes. Outre les enregistrements audio et vidéo obtenus lors de l'opération policière, les enquêteurs ont récupéré de nombreux enregistrements de communications téléphoniques et de messages WhatsApp détaillant chaque phase du plan, ainsi que des preuves médico-légales confirmant l'administration de substances réglementées sans mon consentement. Le témoignage le plus choquant est venu de Nerea Jiménez Castro. Pendant 2 jours entiers, elle a détaillé devant le tribunal comment elle avait progressivement découvert le complot, décrivant avec précision les conversations qu'elle avait entendues, les documents qu'elle avait photographiés et la décision morale qui l'avait conduite à risquer sa sécurité personnelle pour me protéger. Vos honneurs, a déclaré Nerea d'une voix ferme mais émue. Don Joaquin Moral a été la seule personne à me traiter avec dignité quand j'en avais le plus besoin. Lorsque je suis devenue mère célibataire, il a veillé à ce que je conserve mon emploi à des conditions équitables. Lorsque ma fille est tombée malade, il a personnellement payé ses frais médicaux sans que je le lui demande. Je ne pouvais pas permettre qu'une personne aussi gentille soit assassinée par sa propre famille. Ces paroles ont résonné profondément dans la salle d'audience, et plusieurs jurés sont devenus visiblement émus lorsqu'elle a décrit les détails de mon sauvetage. Le moment le plus bouleversant du procès a été la diffusion de l'enregistrement intégral des aveux de mes enfants. J'ai pu entendre à nouveau leur voix, avouant froidement qu'ils avaient prévu de précipiter mon départ et qu'un accident domestique ne serait pas suspect. Cela m'a bouleversé, mais cela a aussi renforcé ma détermination à ce que justice soit faite. Sergio a tenté de s'adresser directement à moi lors de son témoignage. « Papa, je veux que tu saches que nous n'aurions jamais mis ce plan à exécution. C'était juste du désespoir, des mots prononcés sous une contrainte extrême. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec un calme qui m'a surprise. Sergio, les enregistrements prouvent qu'ils avaient fixé des dates précises, des méthodes détaillées et des éventualités pour éliminer les preuves. Ce ne sont pas que des mots, c'est de la préméditation criminelle. Cristina a également tenté de faire appel à mes sentiments paternels. Papa, nous sommes ta famille. Nous avons commis de terribles erreurs, mais nous sommes toujours tes enfants. Cela ne signifie-t-il pas quelque chose pour toi? Cela a tout représenté pour moi pendant 78 ans. Ai-je répondu, la voix brisée. Mais tu as choisi de détruire cette relation quand tu as décidé que mon argent valait plus que ma vie. Raquel a été la dernière à témoigner, et sa stratégie était des plus manipulatrices. Papa, maman serait dévastée si elle voyait comment tu as détruit notre famille. Elle nous a toujours appris que la famille se pardonne. Ces paroles m'ont profondément blessé,
mais j'ai trouvé la force de réagir dans le souvenir de Rosa. Ta mère m'a appris l'amour inconditionnel, mais aussi la justice et la protection des innocents. Elle n'aurait jamais toléré que tu essaies d'assassiner ton propre père. La phase la plus révélatrice du procès a été la présentation par le procureur de preuves supplémentaires, découvertes lors de l'enquête élargie. Les enquêteurs avaient suivi les activités financières de mes enfants au cours des 2 années précédentes, révélant un schéma de dépenses extravagantes entièrement financé par des prêts abusifs. Vos honneurs, a expliqué le procureur en montrant des documents bancaires. Les accusés ne se sont pas endettés à cause de circonstances imprévues ou de crises économiques. Ils ont délibérément adopté un mode de vie insoutenable, finançant des luxes avec de l'argent emprunté à des intérêts criminels, sachant d'emblée qu'ils ne pourraient pas rembourser ces sommes avec leurs revenus légitimes. Les factures présentées comme preuve dressaient le portrait d'une irresponsabilité financière systématique. Dîner dans des restaurants de luxe dépassant le salaire hebdomadaire moyen, achat de vêtements et de bijoux valant des milliers d'euros, voyage à l'étranger entièrement financé par des prêts abusifs. Dès l'instant où ils ont contracté ces dettes, a poursuivi le procureur, les accusés savaient que leur seul espoir de solvabilité résidait dans l'accès à la succession de leur père. Le décès de leur mère en 2021 n'a fait qu'accélérer leur parcours criminel. Le témoignage de l'enquêteur financier a été particulièrement préjudiciable à la défense. Selon nos calculs, les accusés auraient dû travailler 47 ans sans dépenses personnelles pour rembourser leurs dettes avec des revenus légitimes. Éliminer leur père n'était pas une solution de dernière minute désespérée. C'était leur plan financier depuis le début. Miguel Fernandez, dit El Navaja, a également témoigné depuis la prison, fournissant des détails supplémentaires sur les conversations qu'il a eues avec mes enfants. Son témoignage, bien que clairement motivé par le désir de réduire sa propre peine, a confirmé que Sergio avait spécifiquement proposé une solution permanente au problème lorsque les premières tentatives pour obtenir mon argent volontairement avaient échoué. La famille Morale n'était pas d'innocentes victimes des circonstances, a déclaré Miguel avec un sourire cynique. Ils sont venus me voir avec un plan complet. Ils savaient exactement combien d'argent le vieil homme avait. Ils savaient comment y accéder, et lorsqu'ils ont proposé la solution la plus rapide, ils avaient tous les détails au point. Lors des plaidoiries finales, la défense a tenté une dernière fois, désespérément, de susciter la compassion des juges. Les 3 avocats ont insisté sur la tragédie familiale de l'affaire, arguant que l'incarcération de mes enfants me laisserait complètement seul pendant mes dernières années. Cependant, le procureur Vidal Ruiz a réfuté ces arguments. Messieurs les juges, les accusés ne méritent aucune compassion pour avoir détruit les liens familiaux qu'ils ont volontairement choisi de rompre. Don Joaquín Morale ne sera pas seul. Il sera en sécurité, protégé de ceux qui se sont montrés prêts à l'assassiner pour des raisons financières. Le 18 décembre 2023, après 3 jours de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime pour tous les chefs d'accusation retenus contre les 3 accusés. Le juge président a solennellement prononcé les peines appropriées. Sergio Moral Vázquez, Cristina Moral Vázquez et Raquel Moral Vázquez sont reconnus coupables de tentative d'homicide aggravé en raison de liens familiaux, de complot criminel, d'administration frauduleuse du bien d'autrui et d'administration de substances réglementées sans autorisation. Consentment. Chacun est condamné à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 10 ans de sa peine. En entendant ces mots, j'ai ressenti un mélange complexe de soulagement, de tristesse et de justice ultime. Mes enfants avaient subi les conséquences de leurs actes, mais cela n'a pas apaisé la douleur d'avoir perdu à jamais les personnes qui comptaient le plus dans ma vie. Miguel Tel Navaja et ses complices ont été condamnés à des peines encore plus lourdes. 18 ans pour Miguel pour avoir dirigé l'organisation criminelle et 12 ans chacun pour ses complices pour extorsion aggravée et menaces graves. Alors que je quittais la salle d'audience pour la dernière fois, Sergio m'a interpellé depuis le banc. « Papa, un jour, tu vas le regretter. Nous sommes ta seule famille. » Je me suis tourné vers lui une dernière fois et j'ai répondu « Sergio, ma famille est morte la nuit où ils ont décidé de me tuer. Les criminels qui vont en prison aujourd'hui portaient simplement le nom de mes enfants. Les mois qui ont suivi le procès ont marqué le début de la période la plus transformatrice de mon existence. Janvier 2024 est arrivé avec un sentiment de libération que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Rosa. Pour la première fois depuis des années, je pouvais dormir paisiblement, sachant que personne ne me voulait du mal, que mes décisions financières étaient véritablement les miennes et que mes proches m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. La première décision importante que j'ai prise a été d'officialiser ma relation avec Nerea et Valeria. Le 15 février 2024, accompagné de mon avocat et devant le notaire Garcia Valdés, celui-là même qui avait été manipulé des années auparavant par Sergio, j'ai finalisé les démarches pour établir une fiducie familiale qui garantirait notre avenir financier à tous les deux. Don Joaquín, m'a dit le notaire en examinant les documents,
c'est admirable de voir comment vous avez transformé une expérience aussi traumatisante en une opportunité de fonder une véritable famille. Monsieur Garcia, répondis-je en signant les papiers d'une main ferme. J'ai appris qu'une vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par la loyauté, l'affection désintéressée et la volonté de se protéger les uns les autres. Nerea a pleuré quand je lui ai expliqué les détails du fonds. J'avais constitué un fonds d'éducation complet pour Valeria, qui couvrirait tout, de son éducation primaire à ses études universitaires, y compris une spécialisation de 3e cycle si elle le souhaitait. J'avais également créé une succession de sécurité qui garantirait la stabilité financière de Nerea tout au long de sa vie. Don Joaquin, c'est trop généreux, protesta-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Nous n'attendions rien en retour pour avoir fait ce qui était juste. C'est précisément pour ça que tu le mérites. Je lui ai répondu en la serrant dans mes bras, comme la fille que je n'aurais jamais cru avoir à nouveau. Tu m'as sauvé la vie sans rien attendre en retour. Maintenant, je veux m'assurer que tu profites de toutes les opportunités que mes enfants biologiques ont gâchées. L'intégration de Valeria dans ma vie s'est faite d'une manière étonnamment naturelle. Cette fillette intelligente de 9 en possédait une curiosité insatiable et une gentillesse innée qui me rappelaient constamment l'importance de construire un avenir meilleur. En mars 2024, je l'ai inscrite à l'école internationale San Patricio, un prestigieux établissement bilingue proposant des programmes académiques avancés. Grand-père Joaquin, m'a-t-elle dit, utilisant le titre qu'elle avait spontanément adopté. Pourquoi mes camarades trouvent-ils étrange que mon grand-père ne soit pas vraiment mon grand-père? Ces mots m'ont profondément touché. Valeria, certains grands-parents ont la chance de choisir leurs petits-enfants, et certains petits-enfants ont la chance de choisir leurs grands-parents. Nous nous sommes choisis les uns les autres. L'après-midi, après que Valeria ait fini ses devoirs, nous avons établi des routines qui ont donné un sens nouveau à ma vie. Les mardis et jeudis, je l'emmenais à ses cours de piano au conservatoire municipal. Le samedi matin, nous suivions des cours de natation ensemble au club nautique de Valence. Le dimanche, après la messe, nous visitions des musées et des parcs, où nous promenions simplement dans le centre historique pendant qu'elle me racontait ses rêves et ses aspirations. Je veux être médecin comme celui qui a pris soin de maman quand j'étais malade. Elle me l'a confié lors d'une de ses promenades dominicales, mais j'aime aussi beaucoup la musique. Je peux être médecin et pianiste en même temps. Valeria. Tu peux être tout ce que ton cœur et tes efforts te permettent d'accomplir. Ai-je répondu en achetant une glace chez un glacier près de la cathédrale. Ta nouvelle situation financière t'offrira des opportunités que beaucoup d'enfants n'ont pas, mais ce sont tes décisions et ton dévouement qui détermineront ce que tu en feras. Ma relation spirituelle s'est également considérablement approfondie pendant cette période. Le père Antonio Romero Gil avait été mon guide dans les moments les plus sombres après la mort de Rosa et est maintenant devenu mon partenaire pour construire quelque chose de positif et de durable. Don Joaquin m'a proposé cela lors d'une de nos conversations après la messe en avril 2024. J'ai réfléchi à votre situation. On vous a littéralement donné une seconde chance. Avez-vous réfléchi à la manière dont vous pourriez utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires? Votre suggestion a immédiatement résonné en moi. Père Antonio, j'y ai beaucoup réfléchi. Il doit y avoir d'autres personnes âgées qui sont confrontées à la manipulation familiale, à l'isolement ou à la maltraitance économique sans avoir les ressources ni le soutien dont j'ai bénéficié. Exactement. Et vous avez à la fois l'expérience personnelle et les moyens financiers pour faire une réelle différence. Au cours des semaines suivantes, nous avons élaboré le concept de ce qui allait devenir le centre de soutien aux personnes âgées Rosa Vasquez. Le centre porterait le nom de ma défunte épouse, honorant sa mémoire tout en servant la communauté d'une manière qu'elle aurait pleinement approuvée. En mai 2024, j'ai acquis un immeuble de 3 étages dans le quartier Carmen, près de la paroisse, qui servait auparavant de centre communautaire. La rénovation a duré 4 mois, durant lesquels j'ai travaillé en étroite collaboration avec des architectes, des travailleurs sociaux et des experts en gérontologie pour créer un espace à la fois fonctionnel et accueillant. Le centre comprenait des bureaux pour des conseils juridiques gratuits, des espaces de thérapie psychologique, des salles de classe pour des ateliers éducatifs sur la protection financière et une bibliothèque spécialisée dans les ressources pour les personnes âgées. Nous avons également mis en place une ligne d'urgence 24H24 pour les personnes âgées victimes de maltraitance ou de manipulation familiale. Nerea a accepté ma proposition de devenir directrice administrative du centre. Son expérience personnelle en matière de détection des abus, combinée à sa compréhension intuitive des dynamiques familiales dysfonctionnelles, faisait d'elle la personne idéale pour diriger les opérations quotidiennes. Don Joaquin m'a raconté qu'au cours de la première semaine d'ouverture, en septembre 2024, nous avons reçu 17 appels de personnes soupçonnant d'être manipulées par des membres de leur famille. 3 cas semblent aussi graves que le leur. De quel type de manipulation s'agit-il? 2 cas concernent des enfants adultes faisant pression sur leurs parents pour qu'ils transfèrent leurs biens.
Et un autre cas semble concerner une situation où les petits-enfants droguent systématiquement leur grand-père pour accéder à sa pension mensuelle. La prise de conscience que mon expérience n'était pas unique, mais s'inscrivait dans un problème social plus vaste, m'a motivé à intensifier nos efforts. J'ai embauché 2 assistantes sociales supplémentaires. J'ai noué des partenariats avec des cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille et développé des programmes d'éducation communautaire sur les signes avant-coureurs de maltraitance financière envers les personnes âgées. Durant cette période de reconstruction active, j'ai reçu exactement 47 lettres de mes enfants de prison. Elles suivaient toutes le même schéma. Des demandes de pardon, des promesses de changement, des appels à l'unité familiale et parfois des menaces voilées sur ma future solitude sans eux. La première lettre est arrivée en février 2024. Sergio écrivait « Cher papa, chaque jour en prison, je repense à nos erreurs. Nous étions désespérés, désemparés, influencés par des personnes malveillantes, mais tu es toujours notre père et nous sommes toujours tes enfants. N'hésite pas à nous rendre visite afin que nous puissions mieux t'expliquer ce qui s'est réellement passé. J'ai lu chaque lettre attentivement, mais je n'y ai jamais répondu. Non par cruauté, mais parce que j'avais acquis une compréhension claire de la différence entre un regret sincère et une manipulation persistante. Ces lettres ne reconnaissaient jamais pleinement la gravité de ses actes, ils n'assumaient jamais pleinement la responsabilité de ses décisions et incluaient toujours des justifications minimisant sa culpabilité. En octobre 2024, Christina a tenté une approche différente en envoyant une lettre qui disait « Papa, maman serait dévastée si elle apprenait que tu as complètement rejeté tes enfants. Elle a toujours cru au pardon chrétien. Ne penses-tu pas que nous avons déjà assez payé pour nos erreurs ?» Cette lettre m'a plus perturbé que les autres, car elle utilisait la mémoire de Rosa pour me manipuler émotionnellement. J'ai décidé de lui répondre, mais pas directement. J'ai plutôt écrit une lettre à l'aumônier de la prison pour lui expliquer ma position et lui demander d'en parler à mes enfants s'il le jugeait approprié. « Cher père Gonzalez, écrivais-je, ma défunte épouse Rosa croyait certes au pardon chrétien, mais elle croyait aussi à la justice, à la protection des innocents et aux conséquences appropriées des actes graves. Pardonner ne signifie pas effacer les conséquences juridiques d'un crime, ni rétablir les relations avec ceux qui se sont montrés prêts à commettre un meurtre pour des raisons financières. J'ai pardonné à mes enfants dans mon cœur pour libérer mon âme du ressentiment, mais cela ne signifie pas que je doive m'exposer à nouveau à leur influence toxique ou prétendre que nos relations familiales peuvent être restaurées. » Fin 2024, en écrivant dans mon journal intime, une habitude que j'avais prise dans le cadre de mon processus de guérison émotionnelle, j'ai réfléchi à l'extraordinaire transformation qu'avait subie ma vie. Il y a 1 an et demi, j'étais un veuf solitaire et vulnérable, manipulé par ses propres enfants, vivant dans un danger constant sans le savoir. Aujourd'hui, je suis le grand-père d'une merveilleuse petite fille qui comble mes journées de joie, le père adoptif d'une femme exceptionnelle qui a tout risqué pour me sauver, et le fondateur d'une organisation qui aide des dizaines de personnes dans des situations similaires. Le 23 décembre 2024, exactement 3 ans après le décès de Rosa, nous avons organisé une célébration spéciale au centre Rosa Vasquez. Nous avions aidé 112 personnes âgées au cours de nos 4 premiers mois d'activité, prévenant au moins 6 cas graves d'abus financiers familiaux et apportant un soutien juridique et émotionnel à des dizaines de personnes vulnérables. Valeria, aujourd'hui âgée de 10 ans et épanouie sur le plan scolaire dans son nouveau milieu éducatif, a joué du piano pendant la cérémonie. Elle a interprété l'Ave Maria de Schubert, l'œuvre préférée de Rosa, avec une technique et une émotion qui auraient fait pleurer de fierté ma défunte épouse. Le père Antonio a offert une bénédiction spéciale. Seigneur, bénis cette famille, formée non pas par accident biologique, mais par un choix conscient fondé sur un amour sincère, une loyauté mutuelle et un engagement pour la justice. Puisse leur exemple inspirer d'autres personnes à reconnaître que la vraie famille se construit sur des valeurs communes et non sur des liens de sang. En regardant Nerea et Valeria, illuminés par les illuminations de Noël du centre, entourés de personnes âgées qui avaient trouvé soutien et protection grâce à notre travail, j'ai éprouvé une paix profonde que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes finances, la fortune, que mes enfants biologiques avaient suffisamment convoité pour fomenter mon assassinat, servaient désormais un but que Rosa aurait pleinement salué. Protéger les plus vulnérables, créer des opportunités pour ceux qui le méritent et créer un héritage fondé sur la compassion active plutôt que sur l'accumulation passive. Ce soir, avant de m'endormir dans ma maison rénovée, désormais remplie de rires enfantins, de conversations enrichissantes et de la sécurité de liens familiaux authentiques, j'ai écrit mon dernier journal intime de l'année. À 78 ans, j'ai appris que les trahisons les plus profondes peuvent ouvrir la voie aux bénédictions les plus inattendues. J'ai perdu 3 fils, qui se sont révélés être des personnes étranges et cupides, mais j'ai gagné une fille fidèle et une petite fille précieuse qui donne à ma vie un sens nouveau. Mon argent, qui représentait autrefois un danger mortel, est désormais un outil de protection et d'opportunité pour les autres. Rosa serait fière de la famille que nous avons bâtie et du bien que nous faisons en sa mémoire. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo,
abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci pour regarder.